Bonjour, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans Objectif 2023 et pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous sur ces plateaux le député national Jacques Ndjouli. Bonjour professeur. Bonjour madame. Et bienvenue dans Objectif 2023. Merci pour l'invitation. Alors, une année depuis que la République démocratique du Congo a amorcé les réformes électorales, mais pourquoi n'avance pas depuis plusieurs mois alors que les élections sont prévues pour 2023? Je crois par contre que on a plutôt avancé. Parce que si vous dites une année, la loi organique portant organisation de la CENI n'a été mise en œuvre qu'aux dernières heures de la dernière session de décembre, où nous avons mis en place le bureau dirigé par Denis Kadima. Donc, moins d'une année. Et là, cette session, nous battons pour mettre en place la loi électorale. Donc, s'il y a un retard, ce retard est dû au fait que on devait commencer les réformes directement après les élections de 2019. On l'a pas fait. On a, je sais pas s'il faut dire ainsi, perdu plus de 3 années. Et ce n'est qu'il y a quelques mois que la CENI a été mise en place, et d'ailleurs tout juste au niveau de son bureau, parce que toute la réarticulation, même les ressources, je ne voulais pas parler d'autres opérations sensibles telles que l'identification ou le recensement, mais tout reste à faire. Donc pour nous, les parlementaires, nous espérons que nous allons attaquer la loi électorale très rapidement parce que la session a commencé il y a une semaine et nous espérons que tout ce temps perdu pourra être récupéré pour que nous puissions respecter le rythme et les cycles électoraux qui doit avoir lieu, n'est-ce pas, avec un nouveau cycle en 2023. Est-ce que vous estimez que tout marche normalement? Vous êtes conscient du retard accumulé déjà? Je suis conscient qu'il y a un retard de 3 ans qui a été pris et que maintenant, il nous reste moins de 20 mois. Donc nous devons tout faire pour essayer de capitaliser le 20 mois qui reste, ce qui est déjà un défi en soi. Mais lors de la session dernière, par exemple, qu'est-ce qui a empêché d'examiner la proposition de loi électorale que le feu Henri Thomas Lokondo avait déposée? Bon, ce n'est pas seulement l'honorable Lokondo, cet illustre grand frère et collègue. C'est l'ensemble de G13 qui a déposé cette proposition de loi au mois de septembre 2021. Et même un peu plus, je crois en 2020, que nous avons déposé cette loi, mais l'ancien bureau de l'ex-FCC avait mis ces lois dans les tiroirs, et il a fallu attendre qu'il y ait d'abord un bureau de la CENI. Il fallait réformer la loi organique portant organisation de la CENI, ce qui a été fait, comme je vous ai dit, à la fin de l'année passée, avec beaucoup de retards causés par les bisbilles entre les églises et la société civile. Finalement, nous avons eu un bureau. Ce bureau est en train de travailler, et après les cadres organiques ou les cadres structurels, là maintenant, nous sommes en train d'adopter la loi électorale. Mais ce n'est pas tout un système électoral, ce n'est pas simplement la CENI et la loi électorale. Il y avait nécessité de revoir plusieurs autres aspects, le financement de partis politiques, le soubassement juridique de regroupements politiques. Mais derrière la loi électorale, il faut savoir qu'il y a la question de l'identification des électeurs. On parle de mutualisation. Mais tout ça aussi, il y a des problèmes de ressources. Vous avez suivi des échanges entre la CENI et le gouvernement. Donc, nous espérons que
parmi les contraintes qui ont été signées et évoquées par la CENI, la contrainte majeure en ce qui nous concerne, c'est la contrainte politique, la volonté de tous les acteurs d'asseoir la gestion de la cité sur la démocratie, partant sur l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées. Mais certains observateurs estiment que l'actuelle loi électorale n'a pas de problème. Selon vous, qu'est-ce qui devrait être changé? Mais les Congolais ont toujours la mémoire courte, hein. Ben, c'est pas de leur faute, parce qu'en fait, tout ce qui est réforme normative doit se faire directement après les élections. C'est ce qu'on appelle la période post-électorale. C'est à ce moment-là où on sent le besoin de réformer la loi. Et la loi que nous avons aujourd'hui, par exemple, n'a pas prévu concrètement comment le vote électronique doit se faire. Donc il faut régler cette question. La loi d'hier mettait en place le système de seuil qui reste discutable. Il y a des personnes qui ont été élues seules sans que leur parti ait eu le seuil. Donc il y a la question de la publication des résultats. Donc au niveau de du G13, oui, nous avons retenu plus ou moins 18 réformes qu'il faut introduire dans la loi électorale. Mais il faut vous projeter à cette période, après la publication des élections, des résultats des élections de 2019. Il y a eu des problèmes. Il y a des problèmes aussi bien pour les élections présidentielles, les élections législatives, tant au niveau des contentieux des candidatures, de contentieux des résultats, des contentieux des campagnes électorales, que de contentieux des résultats. La question de la publication des résultats des élections sans qu'on puisse avoir la chaîne de résultats bureau par bureau. Tout ça sont des problèmes qu'il faut résoudre. Et si je reviens sur le vote électronique, ben il y a toute une partie de l'opinion qui ne voulait pas aller aux élections à cause du vote électronique. On en parle, mais quel est le cadre normatif ou réglementaire d'organisation des élections par machine à voter? Ça n'existe pas. Donc il faut régler toutes ces questions. Mais la priorité des priorités serait? C'est toute la loi. La loi électorale, c'est la loi la plus importante dans un système politique. C'est en fait la règle de jeu d'accès au pouvoir. Si vous n'avez pas cette loi-là, ben, ou si elle est obsolète, ou elle est prête à des confusions, ben, vous allez avoir des élections contestées. Au-delà de réformer... Donc la priorité aujourd'hui, c'est d'adopter la loi électorale. Ça, c'est l'exigence normative, mais il y a aussi des exigences logistiques. Il faut que, et financières, il faut que le gouvernement commence à mettre à la disposition de la CENI sa dotation pour se mettre en ordre de la bataille électorale. Il y a une autre priorité, il faut que le gouvernement puisse régler cette question de mutualisation, de l'identification des électeurs, de l'identification des citoyens et des recensements autour de la CENI, de l'ONIP et de l'Institut national des statistiques. Donc, si nous ne pouvons pas aller aux élections avec un fichier totalement dépassé, tout ça sont des priorités. Alors, vous faites partie du G13 qui regroupe j'assume. Les députés nationaux et personnalités. Ces groupes avaient aussi fait une proposition de loi électorale. Vous avez parlé de 18 réformes. Oui, c'est la loi électorale, la loi. Ce ne sont pas des initiatives qui manquent, elles sont bien là, mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de volonté politique pour finalement avoir ces réformes et avancer dans ces processus? Mais je crois que la volonté politique, le G13 l'a manifesté. Et hier, ce n'est qu'hier qu'on a adopté le calendrier de la session. Justement. Et la loi électorale, donc la loi portant organisation des élections, de l'élection présidentielle, législative, locale et municipale, est un ordre de priorité de cette session. Et le président Bosso l'a dit encore hier, et tous nous sommes d'accord. Je crois qu'on est en train de mettre en place le dernier réglage. Si tout va bien, dans une semaine, ou tout plus 2, nous allons commencer les débats sur la loi électorale. Et ça pourra prendre combien de temps? Ben,
nous avons changé pas moins de 45 articles. Ce qui est important, ce sont les options qui seront dégagées. Donc, il y aura un débat général à la plénière. Nous allons nous exprimer et le texte va aller à la PAJ pour les travaux techniques et le gouvernement, la CENI vont participer à ces travaux et nous espérons que au début, au mi-avril, ou tout au plus le 20 avril, au niveau de l'Assemblée nationale, nous pouvons terminer le travail pour que le travail, le même travail puisse se faire dans la chambre sœur du Sénat. Et ce qui est sûr, c'est que nous n'irons pas à vacances cette année sans que nous puissions donner à la CENI une loi. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que vous alliez jusqu'à la date prévue, comme vous avez dit, en avril, c'est-à-dire respecter le temps et réformer rapidement cette loi? La volonté commune. La volonté commune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le calendrier a été adopté hier. Maintenant, la programmation relève de la responsabilité du bureau. Si le bureau programme la loi pour vendredi ou lundi, au niveau du G13, nous sommes prêts pour venir présenter la loi aux collègues pour qu'il y ait débat. Et cette volonté, vous la sentez, elle y est? Oui. Sûr. Oui. Mais est-ce qu'on se prépare vers un premier glissement sous Tshisekedi? Au regard du je crois que le président Tshisekedi a dit qu'il n'a pas besoin de glissement, donc nous pouvons lui faire confiance. Dans l'ensemble, il a dit qu'il y aura élection en 2023, mais mettons-nous en ordre de bataille pour avoir les élections en 2023. Dans l'ensemble, les réformes opérées jusque-là n'ont pas mis tout le monde d'accord, c'est-à-dire la classe politique en général, surtout avec les personnalités désignées à la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que c'est la raison de l'interruption de la poursuite de ces réformes? Non. La loi organique, effectivement, a été mise en place avec un certain nombre de préoccupations non satisfaites des uns et des autres. Mais je crois que la CENI est là. Et la frange la plus hostile, ce sont les églises. Je crois qu'il y a un phénomène de rapprochement entre le bureau de la CENI et l'église. Au niveau de forces politiques, l'opposition a manifesté ses réticences, c'est normal, autour de cette loi, même si, j'insiste, les paradigmes structurants d'une élection apaisée, c'est la recherche permanente du consensus. Mais est-ce que le consensus, c'est l'unanimité? Je ne sais pas me prononcer là-dessus. Et pensez-vous que finalement on pourrait avoir ces consensus voulus par cette frange des politiques, par exemple? Il faut la bonne foi des uns et des autres. Il faut la bonne foi. Mais le G13 n'étant pas un parti politique, dans l'esprit qui était le nôtre, de notre frère Henri Thomas Lokundo, c'est l'indépendance, les détachements, les dégagements, l'intérêt général qui nous a poussé à élaborer ces textes, et nous allons amener les débats dans cet état d'esprit, c'est-à-dire seul doit compter l'intérêt général. Alors, les partis politiques vont exprimer leur point de vue, mais il y aura discussion, et j'espère que nous allons trouver un compromis et non la compromission. À ce stade, peut-on parler d'un début du blocage du processus électoral? Pourquoi vous êtes pessimiste, madame? Vous voyez les blocages où nous allons tout juste commencer, mais qui va bloquer? Celui qui bloque, c'est celui qui... Pour l'effet d'une part, avec la loi organique, donc c'est-à-dire la mise en place des animateurs de la CENI, on a constaté qu'une frange, comme on a dit, n'était pas d'accord, continue à réclamer un consensus. Non, on ne réclame pas le consensus. Réclame la dépolitisation de la CENI, enfin beaucoup de choses que moi aussi je ne comprends pas. Vous savez, on fixe le principe et on essaie d'avancer dans ces principes. C'est vrai que
il est toujours difficile d'atteindre l'unanimité, mais il faut rester ouvert. Et c'est ce que nous avons, j'étais membre de la commission paritaire, on a fait un effort pour que tout le monde puisse se retrouver. Vous imaginez un monsieur comme Dr Manara, c'était quand même, c'est quand même un des piliers du FCC dans l'Assemblée. Et je ne vois pas le docteur Manara travestir ses convictions. Je prends le questeur, l'honorable qui est aujourd'hui, qui est aussi venu du PPRD, ou encore Agé Matebo qui est le questeur, ou même l'ami de l'ECD qui est entré là-bas, bon bien sûr pas avec toujours l'accord, mais on juge une commission électorale sous le pied du mur, c'est-à-dire par rapport aux objectifs, aux obstacles qu'elle va rencontrer. Donc, nous espérons et nous sommes convaincus que ces responsables savent l'importance ou l'intelligence historique de leur rôle. Nous sommes à un 4e cycle électoral. Le premier a été un cycle d'appropriation. Non, plutôt d'initiation. Le deuxième, c'était un cycle d'appropriation parce que si le cycle 2006 était un cycle où c'est la communauté internationale qui a organisé ces élections, en 2011, nous avons nous-mêmes organisé les élections. En 2018-19, nous avons un cycle qui a permis d'asseoir l'alternance. Maintenant, pour moi, le 4e cycle, ça doit être un cycle de consolidation. Donc, Denis Kadima, c'est un expert qui a fait le tour du monde en matière électorale. Il a organisé les élections en Afghanistan, donc dans un état de guerre. Donc, nous espérons que lui, le président Manara, le deuxième vice-président Ilonga, ou Madame Patricia Nseya, ou notre ami Mouindo, qui vient de l'ensemble, comme les questeurs qui viennent du PPRD, ce sont des personnalités qui peuvent faire quelque chose de bon. Et moi, j'ai confiance. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que ces cycles soient réellement un cycle de consolidation, comme vous l'avez dit? Il faut que tous les acteurs impliqués dans le processus électoral soient animés par le même esprit, c'est-à-dire offrir à la nation des bonnes élections, des élections libres, des élections transparentes. Aucune élection ne peut se faire sans contestation. Même aux États-Unis, vous avez suivi, jusqu'à présent, le président Trump continue à réclamer sa victoire. Il est allé même à la violence. Mais il est important que nous puissions nous donner les moyens et la volonté de nous donner des très bonnes élections, parce que des très bonnes élections donnent des très bonnes institutions. Si vous prenez notre constitution, on explique la cause de notre faiblesse étatique ou institutionnelle par les déficits de légitimité. Or, les élections sont destinées à produire des dirigeants légitimes. Donc, si vous avez des mauvaises élections, vous aurez des mauvaises institutions. Et les mauvaises institutions vont être des socles de notre appauvrissement perpétuel. Vous savez que malgré toutes les richesses que Dieu nous a dotées, nous sommes classés parmi les 5 pays les plus pauvres de la Terre. Ce n'est pas un classement qui peut nous faire l'éloge devant le Seigneur. Professeur Njoli, en tant qu'ancien vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, pensez-vous que les élections de 2023 sont tenables? Sont comment? Tenables. Ben, nous avons organisé les élections en 6 mois. J'ai prêté serment le 3 mars 2011. Et on a pris presque un mois pour nous installer. Le 2 avril 2011, j'ai lancé le processus d'enrôlement à Lubumbashi.
et on devait organiser les élections au plus tard. Je devais convoquer l'école électorale au mois de septembre 2011. Nous l'avons convoqué et nous avons organisé les élections couplées, législatives et présidentielles. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réclamations, donc on même parlé des élections les plus chaotiques du siècle, mais nous avons pu organiser les élections. Donc, les problèmes de ces élections-là, ce n'était pas nécessairement les questions logistiques, parce qu'il y en avait, mais c'était surtout la volonté des uns et des autres d'avoir de bonnes élections. Aujourd'hui, on a 20 mois. Nous avons emmagasiné l'expérience. Aujourd'hui, il y a les machines à voter. On peut faire le vote électronique. Donc, s'il y a une volonté, on peut rationnellement utiliser les 20 mois qui restent. Bon, des petits dépassements techniques ne peuvent pas manquer, mais il faut d'abord commencer. Il faut d'abord commencer. Il faut terminer le bloc normatif. Il faut terminer le soutènement financier, la planification et avoir une feuille de route adoptée de manière consensuelle. Parce que s'il y a consensus, s'il y a discussion, s'il y a négociation, même s'il y a des difficultés, ensemble, nous pouvons les affronter. Vous avez organisé les élections dans 6 mois. Il nous reste 20 mois pour organiser les élections en 2023. Mais s'il faut critiquer les élections que vous avez organisées, que diriez-vous? Mais c'était des élections qui ont été organisées dans la précipitation. Mais surtout, dans la méfiance totale. Pourquoi? Il y a eu une révision constitutionnelle cavalière au mois de janvier 2011. Le changement de 2 tours à 1 tour a, n'est-ce pas, crispé les relations. Donc, à partir du moment où il n'y avait pas consensus sur les cadres constitutionnels et normatifs, il va y avoir des contestations et on va aller de contestation à contestation jusqu'à ce que c'était évident que les résultats eux-mêmes seront contestés et on a eu 2 présidents. Mais on a cru qu'on allait résoudre les problèmes en 2018. En 2018 aussi, on va avoir un président qui va se proclamer élu et un autre qui sera proclamé par la Cour constitutionnelle. Sans compter que le nombre de contentieux. En 2011, nous avions plus ou moins 450 affaires qui étaient devant la Cour suprême. En 2019, on a eu plus de 1000 contentieux. Donc, les taux des contentieux ont augmenté. Donc, il faut tirer les leçons de 2006, 2011. Justement, quelles sont les erreurs à ne plus commettre en 2023? Premièrement, il faut déjà commencer les processus, gagner le plus de temps possible. Deuxièmement, il faut construire les élections sur le paradigme de consensualité, c'est-à-dire que la CENI, en tant qu'arbitre, doit pouvoir écouter tout le monde. Troisièmement, il faut que les outils techniques, financiers et autres soient mis à la disposition de la CENI. Parce que si nous donnons les moyens à temps et que nous travaillons ensemble dans la production du cadre normatif et dans la conduite des élections, et qu'il y a en plus la volonté politique, eh bien on va réussir. Comment analysez-vous la feuille de route de la Commission électorale nationale indépendante assortie des contraintes susceptibles d'empêcher la tenue des élections en 2023? Ben, un proverbe africain dit « Un obstacle bel et bien vu par l'œil ne crève pas l'œil ». Donc, le fait qu'ils ont, le bureau de la CENI a relevé ces contraintes politiques, financières, sécuritaires, logistiques. Mais il faut maintenant que le bureau puisse affronter
un défi, une contrainte ou un défi, c'est aussi à la fois une opportunité. Donc, s'il y a un contexte sécuritaire difficile, nous avons toujours organisé des élections dans des contextes sécuritaires difficiles. Vous savez qu'en 2018, il y a une partie du territoire qui n'avait pas voté aux élections législatives, à Yumbi ou dans le Nord Kivu. Et ça, ces défis de l'état de siège nous invitent à décupler des efforts pour résoudre cette difficulté sécuritaire, pour permettre à tous les Congolais de voter. Sur le plan des finances publiques, écoutez, le gouvernement s'est engagé à mettre le moyen à disposition. Sur le plan logistique, je crois, je l'ai dit, mais le grand défi, les défis politiques, ben, le chef de l'État l'a dit, que lui, il va aller, va faire de son mieux pour que les élections il y a en 2023, il l'a répété au bureau de la CENI, il l'a répété à tous les partenaires. Les partenaires internationaux qui sont là sont prêts à nous accompagner dans le respect de notre souveraineté. Ben, mettons-nous au travail. La SYNCO et les CC relèvent par exemple que la contrainte sécuritaire ne tient pas parce que depuis les élections de 2006, il y a toujours des zones d'insécurité dans le pays et pour les cadres légaux, il est possible d'examiner rapidement la loi électorale. Partagez-vous cet avis? Nous allons examiner la loi électorale et je partage le point de vue de la CENI, c'est que il ne faut pas que on utilise ce qu'ils appellent des contraintes comme des prétextes. Donc c'est un défi. L'état d'urgence ou l'état de siège sert à quoi? Justement, à aborder en face ces questions-là. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un état de siège. Au niveau de la commission de défense dont je suis membre, nous sommes en train de travailler avec le gouvernement pour renforcer les capacités de l'État et pourquoi pas imaginer un schéma de sortie de l'état des sièges qui pourra par exemple glisser de l'état des sièges vers un état d'urgence sécuritaire avec des zones opérationnelles sur lesquelles on va renforcer notre capacité opérationnelle. Et la question du financement? Ben, il semble que l'État a beaucoup plus de ressources aujourd'hui qu'hier. Donc, les chiffres sont au vert, même si l'économie post-Covid restait fragile, mais nous avons un taux de croissance qui est quand même au-delà de 3,5% selon le budget qui nous a été donné. Donc j'estime que le gouvernement l'a dit, on aura des moyens. On aura des moyens. Et vous pensez que le gouvernement ou la République démocratique du Congo est capable de rééditer l'espoir en organisant les élections une fois de plus sur fonds propres? Mais en 2011, nous les avons fait. En 2006, l'État congolais n'avait participé que pour 10%. En 2011, nous avons organisé les élections à plus ou moins 90% ou 80%. Et en 2018, c'était 100%. Alors, donc il y a possibilité de le refaire. Non, on ne peut pas s'amuser avec la souveraineté électorale. Si vous êtes élu avec l'argent des autres, mais ces autres-là ont le droit de vous parler. Mais si nos élections sont le fruit de notre effort, ben ce sera nos élections. Alors, comment réagissez-vous aux multiples appels à réviser la Constitution pour passer de 5 à 7 ans de mandat présidentiel? À combien? De 5 à 7 ans de mandat présidentiel. Bon, il faut être sérieux hein, quand même. Voilà. Donc, la révision d'une Constitution, ou ce qu'on appelle le pouvoir de révision, existe dans toutes les constitutions. Une constitution, ce n'est pas une tente dressée pour l'éternité. Alors, réviser une constitution, c'est ce qu'on appelle le pouvoir constituant limité. C'est-à-dire que la constitution elle-même, et pour nous, je crois que c'est le titre 8, prévoit les conditions de fond et de forme pour réviser une constitution. Donc, c'est un pouvoir constituant dérivé ou limité. Ça peut être limité
par les circonstances. Par exemple, l'article 219 de notre Constitution interdit toute révision pendant l'état de siège ou pendant l'état d'urgence, ou pendant l'état de guerre. Dès que vous proclamez ces états, vous ne pouvez pas. On peut limiter les révisions en tenant compte d'un certain nombre de contraintes de fond. Par exemple, notre Constitution dit à l'article 220 que le nombre de mandats, 2, et la durée de mandat, 5 ans, sont des dispositions intangibles. En allemand, on appelle ça Ewigkeit, c'est-à-dire éternel. Alors, vous allez réviser ça comment? Si vous voulez le faire, il faut faire une rébellion, une révolution ou un coup d'État. Bref, il n'y a pas opportunité de réviser. L'opportunité s'apprécie par rapport aux considérations des faits. Je ne dis pas que cette constitution est parfaite. Notre constitution présente un certain nombre des cadrages qui peuvent donner lieu à des interrogations. Par exemple, sur son identité. Je suis le premier, j'ai fait une thèse là-dessus, pour dire que l'ensemble des mécanismes destinés à construire le constitutionnalisme sont des mécanismes importés. Ce qui peut poser un problème de mimétisme, mais il ne faut pas reprocher ces mimétismes à partir du moment où vous-même, vous avez convoqué ces mimétismes. C'est comme toi et moi, on a mis des costumes qui ne sont pas des costumes authentiques congolais. Mais tu as choisi, toi, de t'habiller comme ça, et c'est toi. Il ne faut pas dire que non, je me suis habillé comme ça, mais c'est pour l'étranger. Ça, c'est un débat récurrent pour dire que les constitutions africaines sont des copies fades ou de constitutions européennes ou françaises. Ça, c'est un débat qu'on peut continuer pour trouver quels sont les mécanismes authentiques pour écrire les constitutions. Encore que, avec Mobutu, il nous a fabriqué des constitutions authentiques des Tata Bomoko, Mama Bomoko, où il pouvait rester à vie comme le chef coutumier africain. Je ne sais pas si c'est ça qu'on cherche. Alors, d'autres faiblesses, c'est un certain nombre d'options qui ont été faites. Par exemple, sur la forme de l'État. Il y a au Congo, depuis 1960, un débat entre unitaristes et fédéralistes. Alors, il y a tantôt un mouvement oscillatoire, la constitution devenait parfois très fédérale, comme celle de 64, ou de la conférence nationale, ou d'autres qui étaient trop unitaires, comme celle de 67. Mais cette constitution a trouvé un compromis qui devait satisfaire à la fois les unitaristes et les fédéralistes. Dans l'application, ça pose un certain nombre de problèmes, mais est-ce que ces problèmes-là sont des problèmes de texte ou des problèmes des hommes? Qu'est-ce qui rend des gouverneurs nuls ou certains se conforment, deviennent des roitelets, ou alors pourquoi le pouvoir central confisque le frais ou le fonds d'investissement et intervient dans le fonctionnement des assemblées provinciales et du gouvernorat? Est-ce que c'est un problème des textes ou un problème des normes? On doit discuter. Troisième point sur lequel on peut discuter, c'est sur la forme du gouvernement. Il y a des gens qui disent qu'il faut un régime présidentiel. Mais dans notre histoire, nous avons fait l'expérience d'un régime présidentiel, voire même présidentialiste, parce que les régimes présidentiels, dans les contextes africains, finissent toujours par un glissement présidentialiste. Et les présidentiels, c'est que les ministres ne sont plus responsables devant l'Assemblée. Or, tel n'était pas l'esprit des textes de 2006. On voulait avoir un président, chef de l'exécutif, mais qui, dans un système, dualiste, devait avoir un premier ministre issu de la majorité qui conduit l'action du gouvernement et est responsable devant le Parlement. Alors, la cohabitation que nous avons eu à avoir a failli mettre en évidence un premier ministre ayant des pouvoirs, si pas équivalents,
parfois contradictoires au pouvoir du président. Et des collègues ont parlé, par exemple, du régime primo-ministériel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, ce sont pour moi des aménagements techniques qui peuvent se faire in tempore non suspecto. Mais là, nous sommes à 1 mois des élections. Je ne voudrais pas qu'on puisse perturber les conditions de réélection du président Félix Tshisekedi. Donc, pour le moment, moi, j'opterais pour la mise en place d'une commission technique qui dégagerait toutes ces difficultés et proposerait au futur président quels sont les aménagements qu'il faut faire. Mais à 1 année des élections, enclencher un processus de révision risque de renforcer encore des difficultés que vous avez évoquées sur le processus électoral. De manière la plus simple, à quel moment on peut solliciter la révision constitutionnelle? Ou sur quelle question? Il ne faut pas le solliciter. Ce qu'on appelle les limitations circonstancielles, c'est il ne faut pas chercher la révision constitutionnelle pendant qu'il y a état de siège et état d'urgence. Ça, c'est dit clairement. Et il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les droits africains de la démocratie. Il ne faut pas réviser la Constitution, sauf si vraiment il y a un consensus majeur pendant la période précédant les élections. Parce qu'on ne change pas les règles de jeu lorsque le jeu a déjà commencé. Mais ces textes ne pas un texte immuable. Il peut toujours faire l'objet de révision, mais il faut ce qu'on appelle des révisions consolidantes, c'est-à-dire qui renforcent la démocratie et non des révisions ou des tripatouillages déconsolidantes pour permettre de faire la danse du ventre et faire plaisir à un homme ou à un individu. Toutes les révisions doivent être dictées par l'intérêt général. Alors, comment l'Union sacrée se prépare pour les élections? Je ne suis pas membre du bureau politique de l'Union sacrée, je suis tout juste un député de rang dans l'Union sacrée. Mais j'espère que nous y allons. Nous avons un président qui est là, qui, je crois à mon avis, doit pouvoir rempiler parce que il n'avait pas une bonne majorité, la majorité ex-FCC, cette majorité rétrograde, nous a bloqué pendant 3 ans. Et je crois qu'en 1 année, les chefs de l'État ont pu se libérer de cette contrainte et le narratif est bon pour moi et l'homme est bon. Je crois que maintenant, il faut que nous puissions mettre en place des mécanismes pour avoir un très bon 2e quinquennat où il va laisser les traces historiques dans l'imagerie congolaise telle qu'imaginée par son père. Une question de curiosité. Pensez-vous que l'Union sacrée pourrait désigner un candidat unique à la présidentielle? Ben, celui qui ne veut pas désigner un candidat unique doit quitter l'Union sacrée maintenant. Et ce serait, à votre avis? Les candidats? Oui. Mais l'initiateur de l'Union sacrée là, vous voulez faire un coup d'État à l'Union sacrée? Le MLC soutiendra-t-il la candidature de Félix Tshisekedi? Il faut demander la question au président du MLC. Vous êtes membre de la famille politique? Je ne suis pas dans les secrets du roi. Mais est-ce que le MLC partagera les bilans de ces quinquennats? Je ne sais pas répondre à cette question. Il faut poser au président du MLC ou au porte-parole du MLC. Votre mot de la fin. Merci. C'est par ici que nous mettons un terme à ce numéro d'Objectif 2023. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.